18h11 au Carillon de Radio Tunisien International. Nous sommes jeudi 2 octobre 2025. C'est le 120 minutes en compagnie de Mondrzid au micro du studio 10. Rim Trabassi à la réalisation digitale et Faisal Haleli à la réalisation technique. Et je suis particulièrement ravi de recevoir ce soir dans Ecosphère Sissemi Mensi, professeur universitaire, qui est également chef de département économie à l'École supérieure de commerce de Tunis. Sissemi, suite à un séjour aux États-Unis, où il a eu l'occasion de visiter les lieux d'une grande importance et de rencontrer des personnalités au cœur du pouvoir législatif américain, de participer à des débats au sein de l'American Enterprise Institute, de visiter le Massachusetts Institute, de visiter l'école de Harvard, de visiter le FMI, les Nations Unies. Il nous faudrait toute une émission pour évoquer tout cela, mais nous avons préféré nous concentrer sur une thématique ô combien actuelle et importante, la désintégration économique, la fragmentation géopolitique et le repositionnement stratégique. Quelle voie pour la Tunisie dans un monde de blocs? Vaste programme, et qu'il n'est peut-être pas possible de prévoir. Il est au contraire possible de prévoir une deuxième partie. Nous allons voir tout ça en tout cas. Bonsoir Sissem et merci d'être des nôtres. Bonsoir Monsieur Mondzer, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Alors il est vrai que la thématique est très dense, mais on ne peut pas faire l'impasse sur votre séjour aux États-Unis et de vos impressions sur ce pays. D'accord, merci beaucoup. J'ai participé à ce programme éducatif et culturel aux États-Unis. C'est un programme associé, c'est le Study United States Scholars. C'est un programme américain qui est financé par le département américain. J'ai eu l'opportunité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de visiter des institutions financières. Avant qu'il ne coupe le budget. Tout à fait, parce que là, il y a beaucoup de programmes qui sont à l'arrêt. Tout à fait, y compris le programme Souci. Donc, bon, en tout cas, il y a des participants de partout du monde. Plusieurs pays. On était une quinzaine de participants. J'étais en fait sélectionné pour représenter la Tunisie. J'en suis fier. Très bien. Alors le pays, comme ça, juste une idée sur comment quand vous l'avez trouvé. Écoutez, vaste, immense, et on dirait plusieurs pays. Absolument. Donc j'ai visité Boston, New York, Washington et vraiment ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sur le plan infrastructure, sur le plan aussi les universités et les centres de recherche et les fonds qui sont alloués pour la recherche, pour les universitaires, c'est très impressionnant. Je pense que le plus important pour moi, c'est qu'à mon retour, j'ai pu décrocher des conventions pour l'université tunisienne avec des universités américaines, brésiliennes. Ça, c'est bien. Absolument. Et je pense que cette coopération académique à l'échelle internationale est très importante pour faire booster donc, la recherche, le savoir au sein de notre université. Eh bien, très bien. En tout cas, c'est en fait de l'utile à l'agréable. Et nous allons entamer tout de suite la thématique que nous avons choisie ensemble et essayer de comprendre tout d'abord la désintégration économique, puisqu'on parle de désintégration économique, de fragmentation géopolitique et de repositionnement stratégique. Ça a du sens, c'est assez structuré. Mais tout d'abord, Semi, qu'entend-on par désintégration économique dans le contexte actuel? D'accord. La désintégration économique, en fait, elle désigne un processus déjà de fragmentation progressive de toute l'économie mondiale. Et donc, c'est un phénomène qui se traduit déjà par le recul des échanges globaux, par une sorte de remise en cause des chaînes de valeur internationales, et une montée, on va dire, des logiques de blocs géopolitiques. Oui. On parlait autrefois donc, de la mondialisation qui déjà reposait sur l'interdépendance et la fluidité des flux entre les États et des flux aussi commerciaux. Mais aujourd'hui, cette dynamique, elle est en train de s'effriter, c'est-à-dire que les tensions géopolitiques
entre les grandes puissances mondiales, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, etc., mais aussi au sein donc, également des régions. Elle transforme l'économie en un champ de rivalité stratégique. Mhm. Alors cette mondialisation, est-ce qu'elle est en train de mourir, Sissemi, ou bien elle est en train de changer plutôt de visage? Bon, on peut dire peut-être que la mondialisation est en train de se métamorphoser, c'est-à-dire ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ce n'est pas une disparition des échanges, mais plutôt une recomposition que je qualifie de silencieuse, une recomposition qui est fragmentée, qui est même parfois conflictuelle. Et si, j'aurais à rappeler peut-être depuis les années 90, la mondialisation qui se construite sur l'interdépendance et cette fluidité de flux commerciaux, mais aussi sur la standardisation des normes. Donc ça c'est très important. Oui. Mais aujourd'hui, depuis presque 2018, cette dynamique elle s'inverse et les échanges entre les pays géopolitiquement alignés ont augmenté, alors que ceux entre les blocs rivaux ont chuté. Bien évidemment, cette transformation n'est pas uniforme. Elle peut aussi créer des opportunités, des espaces de repositionnement. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, la mondialisation, elle est en train de changer peut-être de visage. Et ce nouveau visage, il est peut-être plus fracturé, il est plus incertain, peut-être aussi pourrait être plus juste si nous le façonnons avec dignité, avec solidarité et peut-être avec une bonne vision stratégique. On va y arriver, professeur Sami Mensi. Alors la mondialisation a-t-elle atteint un point de vulnérabilité stratégique où l'interdépendance devient un levier de pouvoir politique, de pouvoir d'une manière générale, plutôt qu'un facteur de stabilité? Oui, nous sommes entrés dans une phase où l'interdépendance économique, qui autrefois était synonyme de prospérité, de stabilité, c'est vrai, elle devient aujourd'hui un levier de pouvoir stratégique. C'est un phénomène qui est désormais qualifié par certains chercheurs de ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, l'interdépendance instrumentalisée pour des fins purement politiques. D'accord. Et la mondialisation, dans sa phase libérale, a permis de sortir, rappelons-le, plus de 1,3 milliard de personnes de l'extrême pauvreté, en intégrant les économies émergentes, bien évidemment, mais aussi en créant des chaînes de valeur complexes et en favorisant une croissance économique sans précédent. Bon, peut-être que cette réussite a engendré une concentration extrême, parce qu'aujourd'hui, je dois signaler que 20% déjà des biens échangés dans le monde sont qualifiés de biens goulot d'étranglement, d'accord? Donc c'est-à-dire des biens qui sont essentiels, qui sont critiques pour la production, et la Chine en détient déjà 36%. 36%, voilà, 36% des 20% proviennent déjà de Chine. Et donc cette concentration, déjà, elle crée, c'est très important parce qu'elle crée une vulnérabilité systémique, d'accord, de tout le système mondial, et les États peuvent désormais exercer une pression géopolitique, tout simplement en contrôlant ce qu'on appelle des nœuds critiques des chaînes de valeur. Et donc c'est ce qui pousse donc de nombreux pays à adopter des stratégies. Les États-Unis, par exemple, adoptent la stratégie de friendshoring ou de nearshoring, oui. pour l'Union européenne, friendshoring pour les États-Unis, pour réduire donc leur exposition à des risques politiques. Et donc c'est un basculement qui marque l'émergence d'un nouvel ordre géoéconomique où les politiques économiques sont plutôt guidées par des considérations stratégiques, par des considérations sécuritaires, je dirais même par des considérations identitaires. Et qui ça s'accompagne d'un retour même du nationalisme économique. Make America Great Again. Je crois que c'est... là on en est plein dedans. Hein. On est plein dedans, tout à fait. Donc c'est un paysage actuel qui est celui d'une paix, c'est une paix mais qui est instable et qui est marquée par une compétition entre les grandes puissances, non pas par les armes bien évidemment, mais par la manipulation des réseaux économiques. Alors mais si peut-on parler d'une guerre économique froide entre blocs?
Une guerre économique froide, oui, on peut parler d'une guerre économique froide. Non pas peut-être au sens militaire, mais au sens d'une confrontation qui est silencieuse, une confrontation quelque chose de conflictuelle entre les blocs géopolitiques rivaux. C'est une guerre peut-être qui se joue sur plusieurs fronts, parce qu'il y a les sanctions économiques. Oui. D'accord. En 2022, sur la Russie, sur la Chine, sur la Chine également, d'accord. L'Iran, oui, d'accord. On a plus Je crois qu'il y a 44 pays qui sont concernés par les sanctions. En 2022 ou depuis 2022, on a plus de 400 sanctions économiques qui ont été imposées par les pays occidentaux, notamment contre la Russie, l'Iran et la Chine. Et donc ça rentre, d'après vous, dans cette économie froide? Dans cette économie froide, ce sont des mesures qui ont provoqué une sorte de réorientation donc des flux commerciaux vers des partenaires qu'on qualifie de géopolitiquement sûrs. D'accord. Et ça, sûr en termes d'alliance. En termes d'alliance, parce que c'est sûr en termes d'alliance, sûr en termes d'alignement. Ok, mais cela, en contrepartie, fait creuser davantage la fracture entre les blocs. Il y a aussi le deuxième élément, peut-être, le découpage technologique, c'est aussi assez récent, parce que sur le plan technologique, les États-Unis ont restreint l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés, alors que Pékin accélère le développement de ses propres standards numériques. En 2023, les statistiques montrent que plus de 60% des semi-conducteurs avancés étaient produits dans des zones géopolitiquement assez sensibles. Et donc, encore une fois, cela illustre à quel point la concentration stratégique donc, de l'innovation est importante. Donc, je pense que l'Union européenne également, je ne dois pas oublier l'Union européenne parce qu'elle adopte une stratégie qui qualifie d'autonomie stratégique ouverte. Une autonomie, tout à fait, une autonomie stratégique ouverte. D'accord. C'est une sorte, donc c'est une stratégie qui permet à l'Union européenne de créer des partenariats au sein donc de l'Union européenne, d'accord, pour s'ouvrir sur le monde sans pour autant s'engager, d'accord, dans des conflits vis-à-vis donc d'autres blocs régionaux. Donc, je pense que la guerre, elle se fait sur le plan technologique, elle se fait sur le plan donc, des sanctions économiques, mais aussi sur le plan des normes. Je parlais tout à l'heure donc, de la standardisation des normes, mais il y a aujourd'hui une guerre au niveau des normes, parce que cette guerre, elle est en train de s'intensifier. C'est les normes environnementales, c'est les normes sociales, c'est les normes technologiques. Et je pense que chaque bloc tente d'imposer ces standards, c'est-à-dire ces normes, comme instrument d'influence. Et ce n'est plus seulement une compétition économique maintenant, mais c'est plutôt une lutte pour définir des règles de jeu. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas, Sami Mensi, mes normes, là, tu n'auras pas accès à mon marché, tu n'auras pas accès à mes produits. D'accord, tu seras sanctionné, tu seras écarté. Oui. D'accord. Oui. Alors, comment interpréter les stratégies économiques divergentes des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne dans le contexte de cette fragmentation? Bon, pour les trois puissances, déjà, je dirais pour les trois puissances économiques qui adoptent des stratégies assez distinctes, assez divergentes en apparence, mais qui sont en fait convergentes dans leur objectif. Il ne faut pas oublier. Ils visent le même objectif. Ils visent le même objectif, c'est de sécuriser les intérêts fondamentaux d'un monde qui est fragmenté, un monde qui est incertain, qui est géopolitiquement polarisé. D'accord. Oui. Et si, par exemple, je prends le cas donc, des États-Unis qui vise une stratégie de réindustrialisation en lançant des plans massifs de réindustrialisation, notamment via donc, des plans comme l'Inflation Reduction Act, et qui ont mobilisé plus de 400 milliards de dollars pour juste relocaliser la production des semi-conducteurs, aussi les technologies vertes, également les médicaments. Et donc, je pense que c'est un objectif qui est double. D'un côté, réduire la dépendance vis-à-vis la Chine, mais aussi recréer des emplois industriels dans des régions qu'on appelle ou qu'on qualifie de fragilisées. Ça, c'est pour les États-Unis. J'ai dit tout à l'heure que cette stratégie, la stratégie américaine, s'inscrit dans cette logique de friendshoring où les partenaires commerciaux sont choisis
Ça, c'est très important. Hein. Les partenaires commerciaux sont choisis selon des critères géopolitiques purs. C'est ce qui explique un peu, même si les tarifs douaniers qui ont été appliqués il y a de cela quelques mois. Absolument, absolument. Il y a pour les États-Unis, donc les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, notamment sous l'administration Trump, ont marqué une rupture profonde dans l'usage des outils économiques. Ce n'est plus du protectionnisme défensif, non, mais c'est plutôt une stratégie qui est offensive de reconfiguration géopolitique. Les droits de douane sont devenus aujourd'hui des instruments de puissance qui sont utilisés pour orienter les flux, pour sécuriser les chaînes de valeur, qui sont utilisés pour façonner des alliances économiques selon des critères, critères politiques. Nous avons un souvenir de lorsqu'ils allaient être imposés, la crainte qu'il y avait eu au sein de l'Union européenne, au niveau de la Chine également, avec des taux, on a parlé de taux de 125%, de 145%. C'était pour la Chine, oui. Avec, ça a touché les bourses, c'était quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez préoccupant. Déjà, avec l'administration Trump, elle a imposé déjà des tarifs de plus de 300 milliards de dollars de produits chinois, qui couvrent des secteurs stratégiques comme l'électronique, les machines-outils, les métaux, etc. Et ce sont donc des mesures qui ont été maintenues, mais qui ont été élargies sous l'administration actuelle, notamment dans les domaines donc, des semi-conducteurs, les technologies vertes, etc. Donc je pense que maintenant, l'essentiel, c'est que le commerce maintenant mondial, il est désormais traversé par des logiques de friendshoring, c'est-à-dire produire avec des partenaires géopolitiquement sûrs, mais aussi de nearshoring qui favorise des zones régionales au détriment peut-être des chaînes globales. Et pour parler des pays du Sud, est-ce que ces pays sont condamnés à subir, encore une fois, ou est-ce qu'elles peuvent devenir les architectes d'un nouvel ordre? C'est une question un peu... c'est une question un peu délicate. Un peu philosophique. Je dirais que c'est vrai, parce que les pays du Sud, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de subir et d'être imposés par les dictats des pays du Nord, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, etc. Bon, pour les pays du Sud, je pense que les pays du Sud ne sont pas condamnés à subir. Ils peuvent. C'est déjà ça. Pour nous rassurer. Ils peuvent, mais je dirais même ils doivent devenir des architectes du nouvel ordre mondial. Mais je pense que cela ils en ont les moyens. Ce qui manque, c'est pas question de moyens, c'est question plutôt de vision stratégique pour moi et de mobilisation collective et peut-être, je dirais, entre guillemets, une diplomatie active qui est fondée sur la coopération et sur la dignité. Il y a coopération et dignité. Coopération et dignité, ça c'est très important. Alors dignité, c'est-à-dire c'est-à-dire un engagement vis-à-vis donc de cette stratégie, un engagement vis-à-vis de cette vision stratégique. Ça c'est et par exemple, si je prends le cas de l'Afrique, il y a plus de 60% des importations stratégiques, les médicaments, le blé, l'énergie, qui proviennent de pays extérieurs aux blocs régionaux. C'est ça. Ce qui effectivement expose donc ces économies africaines du Sud à des chocs géopolitiques. Et les flux d'investissement, les EDE également, étrangers vers l'Afrique, malheureusement, ils ont chuté de presque 44% entre déjà 2021 et 2023. Et la Tunisie a également souffert de cela, rien qu'avec la guerre Russie-Ukraine, professeur Semimens. Tout à fait. La Tunisie, d'accord, aujourd'hui, bon, elle a souffert parce que on a malheureusement pour la Tunisie, on a un problème, c'est un problème de positionnement, d'accord, et un problème de positionnement stratégique. On devrait se positionner pour avoir, d'accord, avoir les effets concrets, aussi bien pour les pays du Sud, mais notamment pour la Tunisie. C'est sur le plan, on va dire, des vulnérabilités, il y a plusieurs facteurs pour la Tunisie qui se conjuguent. Déjà, la Tunisie, il faut rappeler que la Tunisie déjà dépend à plus de 70% de ses exportations vers
des zones qui sont géopolitiquement instables aux compositions, notamment l'Union européenne et le Maghreb élargi. En matière d'énergie, on a plus de 80%. Et ça l'a toujours été. Je crois que malheureusement, on n'a pas su jusqu'à aujourd'hui peut-être adopter d'autres stratégies qui font que nous soyons moins dépendants de l'Union européenne ou d'autres blocs. Absolument. Absolument. Je pense que malgré tout cela, nous avons aussi des opportunités pour positiver un peu, d'accord, parce que la Tunisie, elle est capable de diversifier ses partenariats, notamment vers l'Afrique subsaharienne, vers l'Asie émergente, vers les pays du Golfe également. Donc je pense qu'elle est capable de monter en gamme industrielle en investissant dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme les secteurs de la biotechnologie, les services numériques, les énergies renouvelables. Et surtout, je pense que la Tunisie aussi peut activer sa diplomatie économique et universitaire, et même culturelle, pour tisser ces alliances stratégiques. Oui. Voilà, c'est en fait... Avec surtout le Sud, pour la coopération Sud-Sud. C'est en fait, c'est épouser le fait de penser de manière stratégique. Je crois que c'est peut-être ça qui nous manque, professeur Semimi. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Et c'est très important. Donc, j'ai dit que la Tunisie également, effectivement, elle peut jouer un rôle dans ce nouvel ordre économique qui est fragmenté. Malgré le fait qu'elle soit un petit pays, encore une fois, bon, mais petit par les dimensions, mais pas par les richesses, en tout cas les richesses en termes de capital humain et richesses naturelles aussi. N'oublions pas aussi un élément important, c'est le capital humain. D'abord, la Tunisie, par son capital humain, qui compte plus de 250 maintenant 1000 étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est une part déjà de ces étudiants qui sont... C'est une richesse. Ça fait une richesse dans les filières, il ne faut pas oublier, les filières technologiques, les financières, linguistiques. Donc, je pense que c'est un vivier de compétences, c'est un levier puissant pour l'innovation, pour la diplomatie. Oui, c'est un gisement futur. D'accord, et ça pourrait entraîner une montée en gamme industrielle. Oui, mais comment s'insérer dans ces nouvelles chaînes de valeur et diversifier ses partenariats et surtout préserver sa souveraineté, chose à laquelle le président y tient beaucoup. Absolument. Pour les pays du Sud, comme la Tunisie, cette recomposition géopolitique impose une réflexion, je dirais, stratégique urgente. Urgente. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, mais de le faire, ou plutôt il ne s'agit plus seulement de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, mais de le faire avec discernement. Il faut préserver certainement la souveraineté économique, tout en restant ouvert au monde. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la souveraineté économique ne veut pas dire vivre en autarcie. Non. La Tunisie, comme la Corée du Nord ou comme d'autres pays. Oui. Oui. Dans ce contexte, je pense que la Tunisie doit s'insérer de manière intelligente dans les chaînes de valeur, lesquelles chaînes de valeur qui sont en train de se régionaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure, le friendshoring ou bien le nearshoring, sont en train de redessiner maintenant les flux autour donc, de blocs géopolitiques. Et la Tunisie, par sa position méditerranéenne, la position géographique de la Tunisie, elle peut devenir un hub régional, déjà entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais cela, encore une fois, il exige de renforcer, premièrement, les infrastructures, sa compétitivité logistique et sa capacité également à répondre aux normes techniques et environnementales. Deuxième point peut-être pour la Tunisie, à recommander, c'est la diversification des partenariats sans subir les blocs. Oui. Là, je m'explique, la fragmentation actuelle, elle est en train de pousser donc, les pays à choisir leurs alliances, mais la Tunisie peut jouer une carte qui est subtile, ce qu'on qualifie de neutralité active. Hein, ce qu'on appelle la neutralité active, c'est-à-dire en multipliant les partenariats avec l'Europe, la Chine, les pays du Golfe et l'Afrique subsaharienne. D'accord. Bien sûr, c'est le rôle de la diplomatie économique et académique, là encore ici, que peut jouer un rôle clé en tissant donc, des liens fondés
sur la recherche, fondée sur l'innovation et fondée sur la formation. Alors, plus un pays est géopolitiquement aligné, plus il attire les flux commerciaux. Est-ce que l'économie mondiale fonctionne désormais sur des affinités politiques plus que sur l'aspect compétitivité? D'accord. Bon, on va dire que d'une manière générale, vous parlez pour le cas de la Tunisie ou bien d'une manière générale? Disons, moi, je souhaiterais stresser sur le cas de la Tunisie. Hein. D'accord. Bon, on va dire que plus un pays il est géopolitiquement aligné, plus il attire donc les flux commerciaux. Oui, c'est une tendance qui devient maintenant qui est très nette. Et déjà, il y a des études maintenant qui montrent que l'alignement géopolitique il est devenu un facteur central de croissance. Ça, c'est très intéressant parce que l'alignement géopolitique, ça c'est un résultat qui est bien prouvé par les études économiques. L'alignement maintenant géopolitique, elle est désormais un déterminant du premier ordre du PIB à long terme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'aligner avec un des blocs, c'est ça un de ces blocs de manière générale? De manière générale, et il faut, bon, c'est pour le cas de la Tunisie, il faut opérer non pas un alignement rigide, d'accord, pas un isolement total, d'accord. Donc là, c'est assez spécifique pour la Tunisie. C'est une question entre marginalisation et repositionnement stratégique. C'est le cas d'un pays comme beaucoup du pays du Sud qui n'a pas encore peut-être pleinement bénéficié de ces reconfigurations des chaînes de valeur mondiale, malgré la proximité de notre pays, la proximité géographique avec l'Europe. On n'est pas en train vraiment de bien profiter, c'est ça? Oui, oui. Et là, il y a du travail à faire. Parce que déjà, on dispose d'une jeunesse qui est qualifiée, nous avons une capacité d'adaptation qui est remarquable, et je pense que nous sommes capables de jouer un rôle de connecteur, même un connecteur régional entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, mais à condition donc toujours de repenser cette stratégie industrielle et de renforcer nos partenariats sud-sud et peut-être même de miser sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme le secteur du numérique, biotechnologie et la finance verte. Très bien. Alors, je crois que le temps qui nous est imparti est arrivé à son échéance. Je vous laisse terminer, professeur Sami Mensi. Peut-être qu'on consacrera une émission entière à tout ce qui est risque géopolitique, investissement et architecture financière. Je crois que ça mérite beaucoup plus c'est un axe très intéressant. De temps. Mais je vous laisse terminer avec votre, disons, en résumé, par rapport à cette thématique que nous venons de traiter aujourd'hui, cette désintégration, fragmentation, et puis surtout repositionnement stratégique. C'est ça qui est important. Je crois que c'est le nœud gordien. Hein. Oui. Bon, je dirais pour conclure que déjà pour la Tunisie, ce qui importe ici, c'est que face à cette fragmentation économique et cette reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, il faut repenser notre diplomatie économique parce qu'il s'avère que la diplomatie économique aujourd'hui peut jouer le rôle de levier d'alignement stratégique, c'est très important. Il faut également investir dans les infrastructures logistiques et numériques parce que je pense que nos ports, nos douanes, nos plateformes numériques, etc., aujourd'hui sont assez... Elles ne sont pas au niveau voulu. Voilà. Au niveau voulu. La Tunisie doit moderniser ses infrastructures davantage pour devenir déjà un hub méditerranéen qui est fiable. Également la valorisation du capital et l'innovation locale parce que nous avons déjà une jeunesse qui est très qualifiée. Oui. Diversification de partenariats, d'accord, ne pas miser sur un bloc, c'est des partenaires assez spécifiques, diversifier nos partenariats et renforcer l'intégration régionale, et puis surtout identifier et protéger nos secteurs stratégiques
Peut-être que je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais on le fera la prochaine fois. Certainement, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, professeur Sami Ouens. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire d'économie et chef de département économie à l'École supérieure de commerce et que nous avons parlé de désintégration économique, fragmentation géopolitique et repositionnement stratégique qu'elle voit pour la Tunisie dans un monde de blocs. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Retour à la musique, Faisal, avec Paul McCartney, The Wings, Let Me Roll It. 120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI.